Bonsoir à tous et excusez-moi pour le retard avec tout ce qui s'est produit. Voilà. Aujourd'hui, on va voir un peu la confidentialité et les comportements adoptés en ligne. Voilà. Donc, au sommaire, ce qu'on va voir, c'est ceci. Les principes de base de la sécurité. OK? C'est quoi la confidentialité? Comment assurer une bonne confidentialité? On parlera des dangers sur Internet et les réseaux sociaux. Et on parlera aussi de la dernière partie en ligne, quel comportement adopter. Ok, donc c'est parti. En ce qui concerne les principes de base de la sécurité, on a 5 éléments, dont 3 règles d'or les plus connues. Ok. Le premier qui parle de la confidentialité, ou en anglais confidentiality, qui signifie tout simplement que seules les parties autorisées, l'information est accessible qu'à partie, uniquement des parties qui sont autorisées. Ok. Ensuite, l'intégrité. L'intégrité, en anglais integrity, signifie tout simplement que l'information transmise d'un point A à un point B ne doit pas être modifiée ni altérée. Ok. Supposons que j'envoie une information d'un point A à un point B. Arrivé à un point B, l'information reçue n'est pas identique à ce que A a envoyé. Donc, on ne peut plus parler d'intégrité. Okay? Nous avons en troisième élément la disponibilité, ou en anglais availability. Okay. Dans cette partie, l'information doit être accessible et disponible. Okay? On doit toujours avoir accès à l'information. Je prends par exemple, quand vous allez sur Google, que vous faites vos recherches, okay, vous avez accès à certaines informations et certaines données. Okay? Voilà. Mais du moment où on n'a plus accès à ces informations, on ne peut plus parler de disponibilité. Okay? Parce que la disponibilité ici va nous permettre d'avoir accès à l'information en tout temps et en toute heure. C'est pourquoi vous avez souvent dit 24 heures sur 24 ou bien 7 jours sur 7. Voilà. Ce sont les 3 points clés. Maintenant, la non-répudiation. La non-répudiation fait référence tout simplement au fait que l'émetteur, okay, celui qui envoie, ne peut pas nier avoir envoyé le message. De même que le destinataire, lui non plus, ne peut pas nier avoir reçu le message de l'expéditeur. Voilà, c'est ça la non-répudiation. Ensuite, vous avez l'authenticité, ou en anglais authenticity, okay, qui veut parler de l'origine de la source, c'est-à-dire quoi? L'information. Au fait, la source de l'information ne doit pas être, voilà, de contraire de fiable. Au fait, ça ne doit pas être bizarre, si je peux dire ça comme ça. En réalité, il faut que la source de l'information provienne d'une source qui est fiable. Voilà. Quand vous voyez un peu dans le domaine du journalisme, ok, la plupart des informations ont une source. Les journalistes, quand ils écrivent leurs articles dans le journal, ils récupèrent leurs informations provenant d'une source. Ok. Donc, pour mes étudiants qui m'ont suivi, il y a un qui a parlé du cas de Chris Yapi. Donc, je veux dire par là tout simplement que, de la même manière que M. Chris Yapi tire ses informations, la source d'information, si ces sources sont fiables, alors on a les résultats. Je veux dire par là les retombées. Ok? De même que pas seulement dans la politique, parce que l'authenticité, la source d'information, on peut l'avoir aussi dans le domaine du marketing. Ok? Dans l'informatique, dans le marketing, voilà. Pour ceux qui font du marketing, peuvent aussi avoir recours à des sources d'informations fiables pour pouvoir peut-être avancer tel produit ou bien pratiquer une politique, voilà, sur ces produits. C'est un peu ça. Mais dans le domaine de l'information, nous devons savoir que la source de l'information doit être fiable. Donc si la source n'est pas fiable, alors là, on ne peut plus parler d'authenticité. Ok. Maintenant, venons-en au fait. C'est quoi la confidentialité? La confidentialité ici, c'est le fait de s'assurer que l'information soit accessible uniquement aux personnes autorisées. Donc, toute personne non autorisée ayant accès à des informations, on ne peut plus parler de confidentialité. Quelque chose qui est confidentiel. Je sais que pour ceux qui vont regarder, la première des choses, ils vont regarder la photo qui est là. Voilà. Monsieur est en train de dire quelque chose à sa collègue et puis, on voit que l'information qui est transmise, c'est elle seule qui attend. Donc, tous ceux qui sont autour là, c'est pas la peine. Ils ne peuvent pas entendre, ok? Au niveau des machines.
Mais déjà, ce qu'il faut savoir au niveau de la confidentialité, il y a deux mots très importants. Il y a le mot secret et puis il y a le mot divulgué. Okay? L'information ici ne doit pas être divulguée. Okay? En termes de confidentialité, on parle de quoi? De secret. Je prends un exemple. Dans une entreprise, par exemple, le patron veut prendre une décision. Okay? Peut-être il veut prendre une décision, peut-être c'est pour pouvoir augmenter les salariés ou bien proposer quelque chose d'intéressant. Mais avant, il a son conseil, ok? Voilà, il a, bon, je vais dire, entre griffes, ses conseillers, il a l'administration, le conseil d'administration, avec qui il échange, ok? Et la réunion qu'ils sont en train de faire, tous ces échanges d'informations, ok, ne sortent pas du lieu où ils sont, ok? Ça ne sort pas de ce lieu. Donc, du coup, ça concerne peut-être le patron et le conseil d'administration ou peut-être le patron et les éléments sûrs avant de pouvoir libérer l'information. Voilà. Donc, quand ils finissent la réunion, souvent on demande c'est comment? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui a été arrêté? Certaines personnes, par respect de confidentialité, ne pourront pas divulguer l'information. Juste, tout simplement parce que tant que le monsieur n'a pas donné l'information, tant que l'information ne tombe pas chez tout le monde. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des questions, et ceux qui sont en train de suivre la vidéo, sont en train de suivre un peu cette ébauche de formation. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Voilà. N'hésitez pas aussi à me laisser des questions en commentaire. Voilà. Comme deux juges étaient vraiment occupés, puis c'est pas facile pour moi, surtout que je suis seul pour l'instant. Voilà, donc je fais tous mes efforts. Voilà. Et par la grâce de Dieu, petit à petit, les choses ont changé. Donc, on continue. Donc, voici un peu le schéma. On a des machines qui communiquent entre eux, ok? Et on voit qu'il y a quelqu'un qui se mêle, ok? L'échange entre la machine A et la machine B est privé, ok? Mais du moment où il y a quelqu'un qui vient se glisser, ok? Bon, ce monsieur vient se glisser dans la conversation. On ne peut plus parler de confidentialité. Je prends un cas simple. C'est comme tu es en train de causer avec ta chérie et puis quelqu'un vient se mettre au milieu et puis il écoute tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que tu veux lui raconter et que c'est confidentiel. Je prends un exemple chez les catholiques là-bas. Là. Quand vous partez confesser vos péchés là, il y a un endroit bien spécial, n'est-ce pas? Cet endroit-là, hein? Quand tu parles, c'est entre toi et puis ton père, n'est-ce pas? Le prêtre. Hein? Pour ceux qui vont confesser leurs péchés, prenez un peu ce genre d'exemple-là. Vous voyez qu'il y a une certaine confidentialité. Le prêtre ne va pas passer là-bas pour révéler tout ce que tu as fait. Parce que là-bas, c'est entre toi, je veux dire entre toi, le prêtre et puis Dieu. Parce que c'est vous qui entendez ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est... Là, je veux dire que là, il y a une confidentialité, en fait. Parce que ce que tu es en train de parler au prêtre, le prêtre, il écoute. Dieu aussi, il écoute. Ok? C'est entre vous trois. Voilà. Donc, là où tu vas confesser tes péchés, là, ça, tout ce que tu as fini de dire, là, ça ne sort pas. Ça reste là-bas. Donc, c'est comme ça. Maintenant, comment assurer une bonne confidentialité? Pour ceux qui étaient là à l'université, j'avais dit d'abord, le premier volet, c'est au niveau humain, parce que nous-mêmes, on se connaît. Ok? On a des... On n'est pas 100% parfait, je veux dire. On n'est pas 100% parfait. Donc, déjà, nous-mêmes, il y a ce que nous faisons. Ok? Il y a ce que nous faisons. Donc, pour pouvoir garder nos éléments privés, il y a des comportements que nous adoptons. Je prends un exemple simple, celui qui va dans un guichet automatique ou bien qui va quelque part et puis il doit entrer peut-être son code d'accès. Eh bien, si il n'y a pas de... Comme j'ai expliqué un peu à l'université, s'il y a quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule, il y a un problème. Donc, la personne doit pouvoir, avec une certaine confidentialité, hein, cacher, voilà, le code. Doit cacher le code. Doit cacher le code. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a aussi l'usage des technologies, voilà, comme le NFC, ok, communication de proche en proche, que je vous invite à aller chercher.
Pour ceux qui m'ont suivi à l'université, j'ai cryptographie asymétrique, ok? Voilà, et il y a aussi d'autres techniques. Sans plus tarder, je vais vous montrer un peu la cryptographie asymétrique, comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, ce qu'il faut savoir, je vais vous donner la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cryptographie symétrique, quand deux interlocuteurs A et B échangent un message, ils utilisent une seule clé, ok, qui est appelée clé publique. C'est avec cette même clé-là qu'ils arrivent à coder et à décoder le message. Ok? Contrairement à la cryptographie asymétrique où les deux personnes devant communiquer s'échangent, ils ont chacun d'abord une paire de clés qu'ils échangent, ok? Ils vont échanger les clés publiques. Donc ce qui va se passer, c'est que lors du codage de l'information avec la clé publique, la clé privée, ok? La clé privée de la personne va servir à décoder le message. Ok? La clé privée va servir à décoder le message. Voilà. Donc, ce qui fait que la clé privée ne circule pas dans le réseau. Vous voyez que quand deux personnes s'échangent les clés publiques, ok, il arrive aussi que l'attaquant puisse se servir de ces clés publiques. Voilà. Sans faire trêve de commentaires, et je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Encryption is the process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption, symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the RSA algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice.
However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric and symmetric encryption. If you like this video... Donc, vous voyez, voici un peu, c'est comment on explique, je dis comment on explique, comment on utilise le cryptage symétrique, le cryptage asymétrique. Donc, vous voyez que déjà, il y a certains services, ok, sur Internet qui nous permettent d'utiliser à la fois le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. Et en plus de ça encore, il y a d'autres techniques, ok. Pour les vidéos explicatives, je vais vous donner des liens, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre des liens que vous pouvez utiliser pour suivre, ok. Voilà, comprendre. Maintenant, on va voir un autre cas. Il s'agit des dangers d'Internet et des réseaux sociaux. Et pour ça, il y a 3 questions auxquelles on va devoir répondre. D'abord, c'est quoi Internet? C'est quoi un réseau social? Et quels sont les dangers plus ou moins courants sur Internet et les réseaux sociaux? Ok, j'explique. D'abord, il faut savoir que Internet, on a dit que c'est un réseau des réseaux, donc un réseau global qui est à l'échelle de la planète. Ok, donc tout est interconnecté, voilà. Et un réseau social, ok, c'est un réseau dans lequel, un réseau qui regroupe, autant pour moi, le réseau social, c'est un réseau qui regroupe des utilisateurs, hein, partageant divers centres d'intérêt. Voilà, des utilisateurs qui partagent divers centres d'intérêt, mais qui communiquent aussi entre eux. Voilà. Donc, dans un réseau social, on peut communiquer, voilà, s'échanger des messages, on peut partager des vidéos, des photos, comme vous le faites d'habitude, hein, voilà. Vous allez sur Facebook, Snapchat, Instagram, voilà, tout ça. Ok? Donc, aujourd'hui, il y a plein de réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est là-bas que vous partagez, vous communiquez avec des gens de partout dans le monde et vous partagez vos centres d'intérêt. Voilà. Donc, sachant tout ça, quels sont les dangers les plus ou moins courants sur Internet et les réseaux sociaux? Ok? C'est ce qu'on va voir maintenant à travers ces images. Ici, j'ai pris quelques images. Je sais qu'il y en a plein, mais j'en ai pris juste un peu. Ok? Et je vais expliquer d'autres à la suite. Vous avez ce qu'on appelle l'attaque MITM. Ok? L'attaque MITM vient du fait qu'un utilisateur vient pour écouter à la fois vos informations. Ok? Si vous voyez la première image, vous avez l'habitude de passer par votre application web. Ok? Ça, c'est normal. Mais ici, l'utilisateur ou l'attaquant ou encore le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner l'utilisateur, ok, de sorte que toutes les informations passent par lui et lui, maintenant, à son tour, va les retransmettre à l'application web. Donc, à partir d'ici, il peut modifier, il peut faire beaucoup de choses. Voilà, il peut altérer les informations pour l'envoyer à l'application web. Voilà. Donc, juste pour empêcher l'utilisateur en passant par directement, en touchant directement le site web concerné, il détourne l'utilisateur en passant par lui. Deuxième élément, vous avez ce qu'on appelle le phishing. Ok? Le phishing, c'est une technique de piratage qui va consister à un faux site ou d'une fausse page web de récupérer les informations personnelles d'une personne ou bien l'information personnelle de l'entreprise. Ok? Voilà. Donc, il y a eu des cas de phishing comme ça. Des cas de phishing, ok? Où des informations sensibles ont été récupérées. Ça peut être des comptes même, ok? Des comptes d'entreprise, ainsi de suite. Voilà. Donc, le but ici, dans ce type d'attaque, c'est de pouvoir s'emparer des données personnelles de la victime. Ensuite, vous avez le backdoor. Ok? Le backdoor peut fonctionner à la fois sur un ordinateur comme sur un téléphone mobile. Ok? Souvent, la plupart des applications qui sont téléchargées
bon, on vous dit que c'est de confiance. Ou bien on vous dit, par exemple, pour que l'installation puisse réussir, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et entre-temps, voilà, souvent il y a des applications pour que ça fonctionne, on vous dit de désactiver les antivirus. Voilà, désactiver les antivirus. Donc ça peut être une possibilité de backdoor ou de porte dérobée. C'est-à-dire que du moment où tu installes l'application et que tu exécutes, tu jouis de l'application, voilà, ou bien tu utilises ton application normalement. Entre-temps, quelqu'un d'autre derrière a accès peut-être soit à ton téléphone ou à ta tablette ou à ton ordi. Voilà. Un autre encore danger qui est connu, c'est le phishing, ok? Pour faire plus simple, ça fait un voice over phishing, ok? Ici, le but est de simuler, par exemple, un ami. Voilà, on peut aussi vous avoir comme ça à partir des messages, voilà, sans que vous en rendiez compte. Et vous faites déjà tout ce que l'attaquant vous demande de faire. Voilà, donc il y a eu un cas comme ça, où en Angleterre, une femme s'est fait prendre 500 livres sterling, voilà. Elle s'est fait voler 500 livres sterling en Angleterre par ce type d'attaque. Voilà, donc. Et un autre danger encore que beaucoup de personnes ignorent, il s'agit de quoi? En anglais, on dit session hijacking. En fait, on veut parler de quoi? De hijacking de session ou de rejeu, pour ne pas dire rejouer. Donc, c'est ici, le but, c'est de rejouer une session, ok? Le but, c'est de capturer, ok, la session d'un utilisateur, son identifiant de session, parce que quand vous partez sur Internet, que vous connectez, au niveau du serveur, le serveur crée ce qu'on appelle un identifiant de session. Cet identifiant de session, ok, de son propre navigateur obtenir l'identifiant de session, ok, ça dépend des sites où vous partez, dans lequel vous êtes connecté. Donc, à partir de là, voilà, l'attaquant, lui, il va récupérer votre identifiant de session. Donc, du coup, vous êtes déconnecté, ok? Vous êtes déconnecté, lui n'a qu'à rejouer votre identifiant de session et il se connecte à votre place. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, il va se connecter en rejoignant tout simplement votre identifiant de session. Et le truc le plus grave dans cette histoire, c'est que souvent, la plupart des personnes, quand ils se connectent quelque part, que ce soit sur leur propre ordinateur, ou dans un cybercafé ou en utilisant peut-être l'appareil de quelqu'un d'autre, au lieu de se déconnecter, ils laissent comme ça. Donc du coup, les identifiants de session restent. Donc quand ils rejouent ces identifiants de session, c'est normal qu'ils accèdent peut-être au compte où ils ont des informations sur vos données personnelles et autres. Voilà, donc il est très détruire la session, voilà, c'est très important. Souvent aussi au niveau des failles dans la conception de certains programmes des sites, voilà, il peut arriver que les gars n'aient pas implémenté ça. Donc du coup, quand on peut jouer des sessions, ça marche automatiquement. Ce genre d'attaque marche automatiquement. Voilà. Donc voici un peu. Il y en a quelques-unes, hein, voilà, quelques-unes dont je peux parler. Il y a ce qu'on appelle qui a pour but de prendre vos données en otage, ok, en échange de quoi? En échange d'une rançon. C'est-à-dire quoi? Il vous demande l'argent en échange de la libération de vos données. Ce qu'il va faire, c'est que quoi? Du moment où tu as exécuté le programme malicieux, lui, à son tour, il va crypter toutes les données, ok? Il va crypter tout le programme. Et quand il finit de crypter tout le programme, ce qui se passe, c'est que il va vous demander, dans un délai bien précis, d'envoyer telle somme d'argent, ok, via un portefeuille électronique. Voilà, via un portefeuille électronique. Donc, il y a ce genre fort dans les années précédentes, voilà, qui a conduit même à la faillite même des entreprises. Qui a conduit carrément à la faillite des entreprises. Voilà, donc il y a d'autres comme ça aussi. Voilà, on peut même avoir affaire à ce qu'on appelle le social engineering. Le social engineering, on parle d'ingénierie sociale. En fait, c'est une technique où on veut vous pousser à divulguer des informations sensibles alors que vous n'êtes pas censé le faire. Voilà, on n'est pas censé le faire. Donc, il y a plusieurs techniques qui peuvent amener à ça. On peut se servir du phishing, on peut se servir de l'attaque MITM, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ces différents dangers. Ok, c'est vrai, il y en a plein, mais je ne peux pas tous citer. Donc, le peu que je puis citer, voilà, c'est ce qui arrive. Maintenant, quels sont les comportements à adopter en ligne? Je vais donner quelques-uns. Ok, donc, je sais que vous avez même déjà sous vos yeux. Déjà, toujours il faut s'assurer de se déconnecter. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous partez quelque part, quand vous utilisez une machine, dans des cas d'urgence bien sûr,
Vous ne vous déconnectez pas. C'est là le problème. Donc, ça fait que la personne même, quand elle veut se connecter peut-être à son mail ou peut-être à sa page Facebook, c'est la vôtre qui sort. Donc, il va s'amuser avec votre page Facebook tranquillement. Ou bien il peut récupérer même des informations, voire même modifier votre propre mot de passe. C'est tout. Et quand il modifie votre mot de passe, vous n'avez plus accès peut-être à votre mail ou à votre page Facebook. Voilà, ainsi de suite. Donc, il faut toujours s'assurer que quand on finit quelque chose, il faut qu'on soit déconnecté. Voilà, il faut qu'on soit déconnecté. Très important. Voilà. Maintenant, on nous demande souvent, en utilisant des outils et des services, d'avoir recours à l'anonymat. J'explique un peu. L'anonymat ici va consister à masquer notre identité quand on va sur Internet. Ok? On veut masquer notre identité. On ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. C'est-à-dire qu'on est sur Internet, mais on va chercher à savoir qui on est quand on est dans le réseau. Ok? Donc, par anonymat, les gens auront recours à l'utilisation de serveurs proxy. Voilà. Pour masquer peut-être l'adresse IP. Donc, il y a beaucoup qui font ça. D'autres vont utiliser un autre système d'exploitation. Et je dirais même que c'est la chose la plus recommandée même. Un autre système d'exploitation qui a en charge l'anonymat. Ok, donc j'en connais un. Voilà, LS, ok. Il y a beaucoup utilisé pour l'anonymat. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez l'utiliser, cacher votre identité en ligne. Et même avoir recours à l'anonymat, ça a été beaucoup plus utilisé par les journalistes, ok, pour contourner certaines censures en fonction des lois de certains pays. Voilà. En fonction des lois de certains pays. Donc, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a des services même qui proposent l'anonymat aussi. Donc, vous pouvez toujours utiliser. Voilà. Donc, il y a d'autres qui vont passer par des proxys. Je vais faire, par exemple, je vais aller sur What is my IP address, comme ceci. Ok, et je vais faire sortir mon adresse IP. Ok, il va vérifier mon adresse IP. Donc, vous avez la configuration IPv6 de l'appareil et vous avez, voilà, l'adresse IP qui est ici. Ok, certains auront recours, ok, à l'esprit. Donc, ici, il fait sortir carrément le fournisseur d'accès. Voilà. Maintenant, regardez, je vais me servir également. Je vais passer par exemple à un serveur proxy. Voilà, par exemple, je vais utiliser un proxy. Ok. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un proxy, c'est juste... ça peut être un matériel ou un logiciel qui va réaliser des activités à votre place. Ok. C'est comme quelqu'un que vous mandatez pour faire le travail à votre place. Voilà, qui va vous permettre de contourner, ok, des restrictions. Voilà, c'est ça un peu le serveur proxy. Ok. Voilà. Et je tiens à rappeler aussi, c'est une question d'actualité, voilà. Donc, on peut discuter, hein, une question d'actualité. Google ici est capable de vendre nos données. Et il le fait même depuis longtemps, voilà. Ils vendent nos données. Ok. Google vend nos données déjà. Donc, Google, il vend nos données. Ok. Je vais utiliser, par exemple, je vais utiliser un autre élément. Ok. Par exemple, je vais utiliser une adresse. Donc, c'est juste une démonstration. Voilà. Donc, on va directement, il passe par le serveur proxy, donc on a mandaté, ok. Donc voilà un peu. Si vous remarquez bien, voici ma nouvelle adresse, ok. Voilà, quand j'ai recours à l'anonymat. Donc c'est avec cette adresse que je suis connu. Par contre, celle-ci, ok, ça fait qu'on n'a pas la même adresse. Donc c'est ce qui se passe. Voilà. Donc juste pour vous expliquer un peu hein, la notion d'anonymat. Voilà, donc c'est très important. Ensuite, lorsque tu reçois des fichiers joints, il faut toujours les analyser. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc il faut toujours analyser, ok?
Pour ceux qui sont connectés à Internet et qui n'ont pas, voilà, qui veulent faire analyser leurs applications en ligne, il y a des services, à défaut d'antivirus, il y a des services en ligne, par exemple. Il suffit de vous rendre sur le site, voilà, VirusTotal, pour ceux qui connaissent. Ok, vous allez sur VirusTotal et vous pouvez faire analyser également votre fichier. Voilà, vous pouvez faire analyser votre fichier. Ça peut être un lien web, voilà, ça peut être une recherche et il fait l'analyse pour voir si le lien, il n'y a pas de malware ou quoi que ce soit de méchant qui traîne. Voilà. Donc, il est très important. Donc, quand vous avez un fichier joint, ok, même si vous l'avez téléchargé, faites toujours analyser votre fichier joint. Il y a des gens aussi qui vont avoir recours à ce qu'on appelle des bacs à sable, en anglais sandbox, pour pouvoir isoler l'application si celui-ci contient du code malveillant. Voilà. Donc, maintenant, si vous recevez un lien venant d'un mail, ok, on peut faire analyser le lien. C'est la même chose. Vous partez sur le site que je vous ai montré, vous pouvez faire analyser le lien. Voilà. Donc, si vous n'avez pas confiance en ce lien-là, ne cliquez pas. Laissez. Ne cliquez pas. Voilà. Si vous avez reçu un mail d'un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien, vous laissez, vous ignorez le mail, voire même le supprimer. Vous pouvez le supprimer carrément. Voilà. Donc, que vous ayez votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, voilà, vous pouvez faire cela. Maintenant, si vous avez des enfants, ok, des petits frères, des enfants, voilà, qui utilisent, vous pouvez limiter l'accès, voilà. Sur certaines machines, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental, voilà. Ou encore, vous pouvez utiliser des fils de connexion qui existent en mode plugin ou bien extension pour les navigateurs, voilà, qu'on peut utiliser, ok. On a la capacité aussi de privilégier la méthode d'authentification à 2 facteurs, ok. Ça vient pour décourager les attaquants. Voilà, la méthode d'authentification à 2 facteurs. Ou quand vous connectez, ok, on envoie, il y a un deuxième élément que vous allez utiliser pour pouvoir valider votre identité. En plus d'avoir entré votre nom et votre mot de passe. Voilà. Ou vous pouvez utiliser aussi la méthode SSO, ok. La méthode SSO pour Single Sign-On, ok, c'est une méthode qui, bien sûr, avec un seul compte, vous avez accès à, une fois vous connectez, vous avez accès à tout. Voilà. Il y a certains services qui utilisent, par exemple, sur le site d'Oracle, voilà, eux, ils utilisent la méthode SSO pour pouvoir effectuer la connexion de l'utilisateur. Ok. Maintenant, pour les mails, vous devez aussi avoir recours à une signature numérique ou une signature électronique pour identifier vos correspondants. Ok. Et pour ça, il y a des éléments dont je vais vous en parler, voilà, qui utilisent la technologie, par la technologie, autant pour moi la cryptographie asymétrique. Vous avez, par exemple, le GNU PG, ok, comme ceci, ok, GNU PG. C'est un programme qui va vous permettre de pouvoir, voilà, qui va vous permettre de pouvoir, voilà, changer de clé publique, voilà, avec vos utilisateurs. Maintenant, par défaut, il y a aussi des services mail qui sont capables de faire cela, ok. Vous avez, par exemple, je vais vous donner, voici un mail, ok, qui utilise la cryptographie symétrique ou asymétrique. On partait sur ProtonMail, par exemple, ok. Si vous n'avez pas utilisé ProtonMail, vous téléchargez l'application GPG for Win, ok, où vous générez une clé privée et une clé publique, ok. Donc, vous envoyez la clé publique à votre utilisateur de la méthode asymétrique ou asymétrique. Voilà. Donc, voici un exemple de mail, ok. Celui-là, il est très intéressant. Vous pouvez l'avoir sur mobile, ok, l'application mobile. Vous pouvez l'avoir aussi pour iOS, pour iPhone, voilà. Où vous pouvez crypter carrément vos messages, contrairement à Gmail, ok. C'est pas faire la contre-publicité, mais pour vous montrer un peu que Gmail se sert de nos données, voilà, pour faire beaucoup de choses. Ils vendent nos données, voilà, et c'est pas très intéressant, voilà, pas très intéressant. Donc, il a la capacité, ok, d'utiliser d'autres aussi qui auront pour cela recours à ce qu'on appelle des mails jetables. Voilà, je ne vais pas trop faire de détails là-dessus, mais je peux dire que ça engage la personne qui va devoir l'utiliser. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Voilà. Et je vous remercie et que Dieu vous bénisse.